comme Sigismond a été bref, on peut reprendre à l'heure, à 16h10 pour la dernière session. Et on va ouvrir, pour finir la journée, sur les perspectives. C'est le groupe d'Anne-Claire. Donc Anne-Claire, vous avez la parole jusqu'à la fin. Merci beaucoup, messieurs les présidents. On est ravis de vous présenter notre vision des perspectives. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont finalement bien préparé le terrain de notre présentation. Et on pense qu'on a encore des choses à vous proposer pour aller plus loin. Donc voici le groupe qui est formé, les perspectives. Il y a 4 représentants ici qui vont prendre la parole successivement pour ces différentes questions. Nous allons aborder les parcours à nouveau, mais peut-être avec une vision un peu plus haute, les indicateurs, l'IA, la place de l'IA, et puis on aura un peu une idée de comment on voit les plus jeunes de notre spécialité pour les 30 prochaines années. Donc je laisse la parole à Olivier. Merci Anne-Claire. Bonjour tout le monde. Donc, les perspectives sur le parcours patient. Alors, le parcours patient, on l'a souvent vu comme un parcours qui était entre le préopératoire, le péropératoire et le post-opératoire immédiat. Et on a un petit peu dézoomé et on a un petit peu prolongé le parcours sur le post-hospitalisation, la ville et le retour à l'état d'équilibre du patient. Donc, sur ce parcours, on vous propose 4 thèmes que l'on va développer à chaque fois, c'est-à-dire l'évaluation, l'optimisation du parcours et du patient, la communication et l'anticipation. Vous allez voir qu'on va y retrouver beaucoup de ce qu'on a déjà dit ce matin. Alors, quand on l'applique au préopératoire, bien l'évaluation, il y a certes l'évaluation médicale qu'on a déjà évoquée ce matin, mais nous on pense qu'il va falloir vraiment axer sur les fragilités. Et pour ça, on va avoir besoin d'indicateurs qui vont nous permettre en fait de prendre en charge les patients en fonction de leur fragilité et d'établir des parcours qui leur seront spécifiques, notamment par le biais de l'HDJ, on en a parlé ce matin. Le patient, il ne vit pas seul. Je suis désolé, j'ai mon nom qui me gêne. Le patient, il ne vit pas seul, il vit dans un contexte. Et on en a parlé également ce matin avec le médecin généraliste. En fait, il va falloir évaluer le contexte social pour savoir dans quelles conditions il va pouvoir rentrer à domicile. Alors l'optimisation, elle est médicale, bien sûr, ça on en a l'habitude, le PBM, le diabète, etc. Mais on va devoir également, là aussi, travailler sur les conditions de retour à domicile. Il va falloir communiquer beaucoup avec les praticiens de ville, avec les familles. Et ça, il va falloir que l'utilisation du DMP se généralise et que l'intelligence artificielle nous vienne en aide. Et enfin, tout ce travail va aboutir à un parcours de soins personnalisé, mais qui va refléter en fait la trajectoire de soins optimisée que l'on souhaite pour notre malade. Et ce travail, il doit être réalisé également au cours de l'hospitalisation. Alors, l'évaluation restera la même. On peut y intégrer à ce moment-là les patients qui sont pris dans le cadre de l'urgence. L'optimisation dans le cadre du péropératoire, c'est les principes de l'ARAX, on les connaît tous. Toujours la communication avec la ville. Et on va utiliser, en fait, on va essayer d'adapter en fait, voilà, le parcours du patient, en fait, le parcours prévu du patient, on va essayer de l'adapter en fonction de son évolution pendant l'hospitalisation. Enfin, après le retour en ville, l'évaluation, elle va devoir être organisée avec des outils connectés, mais également il va falloir qu'il y ait des indicateurs qui nous permettent en fait des indicateurs d'alerte pour savoir quand est-ce qu'il va falloir intervenir ou pas. L'optimisation, il y a l'optimisation des éléments que l'on connaît en post-opératoire, la douleur, le délirium, les anticoagulants. Ça, on va être des recours en fait d'experts pour les médecins de ville. Toujours la communication avec les praticiens. Et voilà, on se voit comme sur le retour à domicile en fait, comme des experts que les médecins de ville pourront solliciter en fait pour répondre à leurs questions. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, il n'y a pas que du travail médical, et pour ça on pense qu'il faut que ça passe par la création de cellules parcours
Alors ces cellules, ce sont des cellules de coordination, c'est des cellules de coordination médico-chirurgicale. On a beaucoup parlé des problèmes médicaux post-opératoires, mais il y a parfois des problèmes chirurgicaux post-opératoires. Donc on a besoin dans ces cellules d'un recours de connaissance des chirurgiens. Il va falloir qu'on ait de l'aide avec du paramédical, des infirmiers, des infirmières, des diététiciennes par exemple, et du social parce que c'est capital pour le retour à domicile. Les conditions sociales pour le patient, c'est capital si on veut que le patient puisse retourner dans des conditions correctes. Donc cette cellule, elle va avoir pour objet la création du parcours de soins personnalisé et son adaptation du parcours tout au long de notre prise en charge. Et on insiste sur l'interaction hôpital-ville avec le partage de cette information. On en a parlé ce matin avec le médecin généraliste, c'était très intéressant, avec une alimentation structurée de dossier médical partagé pour qu'il puisse être utilisé par tout le monde. Alors, les indicateurs, utiles ou futiles. Vous connaissez tous les indicateurs en 2025 qui sont là pour assurer la qualité et la sécurité des soins, qui utilisent très souvent la route des Wing. Donc on évalue, on cherche à optimiser, harmoniser en vue d'une amélioration, puis on refait une nouvelle évaluation, on cherche à comprendre ce qui a fonctionné, pas fonctionné. On utilise souvent des données rétrospectives objectives, il existe quelques mécanismes d'incitation financière et puis commencent de se développer des retours expérience patients sur des filières bien particulières. Pour que les indicateurs ne soient pas futiles, il nous semblait qu'ils doivent être utiles et peut-être que les indicateurs du futur devraient être des indicateurs de parcours ou donc de cette fameuse trajectoire. Quels indicateurs ? Bien sûr, les critères associés au parcours de soins, c'est-à-dire la sévérité du patient et son risque de complications, les critères associés au succès de la prise en charge périopératoire du parcours, c'est-à-dire une trajectoire de soins optimisée, tout en prenant en compte les caractéristiques individuelles du patient, de la chirurgie prévue, du contexte social, sa famille, l'environnement du patient, mais aussi du territoire de santé particulier dans lequel s'exerceront les soins, et bien sûr la temporalité des intervenants sur le parcours. Ce qui nous intéresse sont les écarts de trajectoire, et peut-être d'arriver à définir un besoin en médecine périopératoire qui serait élevé lorsqu'il concerne les soins critiques, moyen pour les hospitalisations de quelques jours, et faible pour les patients en ambulatoire. Dès la consultation préopératoire, nous évaluons nos patients sur ce qui a déjà été dit plusieurs fois, les antécédents, les fragilités, le contexte social. Le chirurgien va présenter les complications, le bénéfice que risque attendu de la chirurgie. Nous allons évaluer aussi l'environnement du patient, le territoire, peut-être l'aide de la coordination avec la cellule parcours. Et le médecin anesthésiste est dès cette étape quasi capable de dire quels seront les besoins sur le parcours de médecine périopératoire. En pér- et post-opératoire, vous le savez, si la préhabilitation n'a pas été réalisée, si le lien avec le médecin généraliste ou spécialiste pour certains traitements n'a pas été fait, si des complications arrivent, qu'elles soient chirurgicales, anesthésiques ou plus générales à type de décompensation cardiaque, cela va modifier notre besoin de médecine périopératoire et très probablement entraîner un écart de parcours, le pire étant de passer de l'ambulatoire aux soins critiques. Si tout se déroule comme prévu, nous avons donc un besoin de médecine périopératoire qui a été correctement identifié dès le démarrage, et c'est notre succès parcours. Les indicateurs devraient regarder le pré, le pér et le post-opératoire, ce qu'ils font déjà. Pour le pré, est-ce que la consultation a bien eu lieu 48 heures avant? Est-ce que mon habilitation, ma préhabilitation a bien été faite? Est-ce qu'en péropératoire et post-opératoire, l'analgésie a bien été multimodale? Colliger les complications et bien sûr regarder la qualité de la coordination du parcours. Un événement indésirable survient, il faut être capable de quantifier ce nouveau besoin de médecine périopératoire et de regarder donc l'écart sur la totalité du parcours. Ces indicateurs du futur, pour être utiles, il nous semblait que les indicateurs expérience patient, les PROM-PREM, je ne vais pas revenir dessus, devraient être développés puisqu'ils regardent le vécu du séjour, la qualité de vie, l'autonomie, c'est souvent des avant-après. Ces indicateurs devraient devenir courants grâce à l'intelligence artificielle et au suivi en santé connecté à l'aide de formulaires simples et interactifs avec des rappels automatisés. La compréhension et l'intérêt de ce type d'indicateur est à notre sens forte pour les équipes de soins puisque ce sont des indicateurs qui sont proches des équipes et permettent une évolution de nos pratiques et notamment sur la pertinence des soins proposés.
Enfin, les indicateurs du futur devraient être en routine, et ça, c'est grâce aux dossiers de soins informatisés, à l'intelligence artificielle. Le recueil, l'accès aux informations devrait se faire en temps réel pour pouvoir générer des alertes. On a beaucoup parlé d'alertes aujourd'hui, qui pourraient entraîner la prévision des complications les plus sévères et peut-être ainsi permettre de rationaliser les interventions de médecins anesthésistes réanimateurs là où le besoin est le plus important dans les parcours ciblés. Enfin, nous espérons que la génération de cohortes intelligentes sera possible et permettra une évaluation continue des parcours de soins. En conclusion, nous espérons que les indicateurs du futur nous aideront à identifier des parcours personnalisés et à faire que ces indicateurs qualité soient des indicateurs d'aide à la décision sur la totalité du parcours en préopératoire avec des données prospectives permettant l'anticipation, un besoin de médecine périopératoire bien connu, les écarts de parcours prévus regardés et l'expérience patient connectée afin de faire que les parcours soient bien individualisés sur chaque territoire de soins de notre pays. Je vous remercie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arthur Legal, je travaille en réanimation chirurgicale à Rennes et j'émarge aussi dans un entrepôt de données de santé qui administre justement toutes les données du CHU de Rennes mais aussi sur des regroupements et des fédérations d'entrepôts de données de santé. Et j'ai aussi une casquette SFAR puisque je participe au groupe numérique actuellement et donc j'ai la responsabilité d'essayer de vous donner quelques repères sur l'intelligence artificielle et la place qu'elle peut prendre et pourra prendre dans le futur dans notre pratique clinique courante. Alors on a déjà balayé pas mal de choses, il y a eu pas mal de questions et peut-être même de fantasmes au cours des sessions passées. Et l'idée du topo, là, c'est de vous donner quelques clés de compréhension et des solutions pour essayer de rationaliser un petit peu tout ça. En fait, c'est pas notre métier, l'IA, et c'est normal qu'on ait du mal à se représenter exactement quels sont les enjeux précis. Donc si on reprend cette diapositive sur le parcours patient, ce qu'il faut noter et la notion sur laquelle je voulais insister au début, c'est la notion d'utilisation primaire, qui est qu'en fait les données de santé vont être utilisées dans le cadre du soin, en parallèle avec l'utilisation secondaire en réutilisation pour aller faire de la recherche ou du développement d'algorithmes. On peut fantasmer énormément de choses à partir de l'IA et des applications qu'on peut en avoir, si tant est qu'on a des données suffisamment grandes et qu'on pose suffisamment bien la question aux algorithmes, l'algorithme peut répondre à absolument toutes les questions. Donc je vais vous dresser quelques exemples, mais qui sont pas du tout exhaustif de ce qu'on peut faire. Je pense que la seule limite aux algorithmes d'IA, c'est notre imagination finalement. Donc là, je vous livre mon imagination à moi, qui peut partir du préopératoire avec la consultation d'anesthésie. On peut imaginer que grâce au dossier médical partagé, le DMP, qui est maintenant mon espace santé, on peut récupérer des informations du dossier d'anesthésie du patient qui aura été pré-rempli dans un autre centre hospitalier. Au-dessus du DMP, on peut même, un sujet très actuel, parler de l'espace européen des données de santé qui vient de publier son règlement là, au mois de mars et dont des consultations nationales sont actuellement en cours pour voir quelle direction cela va prendre, mais on peut imaginer faire cette transfert d'informations de la consultation d'anesthésie à l'échelle européenne. Et ce qu'il faut savoir sur cette consultation d'anesthésie, on a parlé tout à l'heure d'interopérabilité, qu'on ne pourrait pas y arriver. En fait, pour la consultation d'anesthésie, c'est déjà fait. Les éditeurs de logiciels ont déjà fait le travail de rendre la consultation d'anesthésie interopérable et donc téléversable dans mon espace santé, si tant est qu'on fasse le travail en local, d'aller conformer les informations à celles attendues. On peut imaginer donc recueillir ces informations via le DMP, mais aussi via les outils connectés du patient. Il y a quelques montres connectées qui permettent de recueillir la saturation, la pression artérielle, d'autres informations et fiables et connectables au dossier patient informatisé. Et une fois qu'on a ces informations, tout synthésé dans notre consultation d'anesthésie. On peut imaginer des outils de planification hospitalière pour optimiser les parcours, justement, enfin la planification des programmes opératoires.
On peut imaginer du monitorage augmenté par des algorithmes ou par des jumeaux numériques pour pouvoir aller faire des thérapeutiques in silico, c'est-à-dire faire de la simulation d'administration de traitement pour évaluer, avant d'administrer au patient le médicament, quels seront ses effets chez lui. Une notion intéressante que je trouve aussi à souligner, c'est la consultation médicale endormie. Alors on a parlé un petit peu de démographie et nombre d'actes d'anesthésie. On a dit 10 à 15 millions par an. Si on fait le calcul, sur 5 ans, on aura à peu près en nombre d'actes, à peu près l'équivalent de la population française. Ça correspond à une quantité astronomique de données, en sachant qu'on rentre dans la technicité et la mesure de signes vitaux, ce qui est particulièrement pertinent pour la qualité des données. Également, notre esprit de synthèse d'anesthésiste réanimateur embarque des quantités de données par le passé de ce qu'on a appris, qu'on traduit en fait dans les notes, les annotations des dossiers médicaux, qui peuvent être exploitables par les algorithmes et qui pourraient nous permettre, encore une fois, de répondre à l'entièreté des questions qu'on peut se poser. Donc ça c'est au niveau du patient, mais on peut imaginer également des performances en termes d'évaluation des performances, on parlait d'indicateurs tout à l'heure, qui pourraient nous être rendus sous la forme de dashboard ou de tableau de bord pour situer l'activité de notre service par rapport à ce qui se fait dans d'autres centres, mais également aussi à l'échelle individuelle, comment mon patient particulier avec ses comorbidités se situe, lui, par rapport à l'ensemble des patients que j'ai traités jusqu'alors. Donc ça c'est un sujet et une méthodologie qui est extrêmement dynamique en ce moment dans le secteur de l'information, de l'informatique médicale. Et enfin, si on parle un petit peu du post-opératoire, on a aussi une idée que dans notre pratique médicale, on aimerait bien travailler principalement sur le patient et un petit peu moins sur la paperasse. Donc on fait quand même le vœu de pouvoir un jour ou l'autre avoir un codage automatique des actes, ce qui nous prend du temps médical, générer des comptes rendus adaptatifs, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne qui va interroger le dossier du patient, les informations qui vont être retenues ne seront pas les mêmes. On n'a pas besoin du même niveau d'information quand on est médecin généraliste, quand on est radiologue, quand on est kinésithérapeute, mais on pourrait interroger les données du patient d'un séjour hospitalier à partir d'un algorithme qui pourrait nous conformer les informations qu'on veut à notre question posée à nous. Et enfin, le dossier pharmaceutique, ça aussi c'est un vœu important qui a trait à la notion d'interopérabilité, de pouvoir, quand on fait une prescription dans un logiciel, qui puisse être directement téléversé dans l'autre logiciel sans avoir besoin de represcrire et faire du recopiage. Donc c'est tout ça, ce qu'on dessine, c'est la médecine des 4 P, hein, c'est la médecine de précision, pouvoir individualiser les thérapeutiques en fonction de ce qu'on sait du patient et de ce qu'on peut augmenter comme valeur ajoutée de l'information qu'on connaît de lui par les algorithmes. La médecine prédictive, comment prédire les outcomes qui vont survenir, personnalisée encore une fois pour le patient, et participative à la faveur des outils connectés, le patient participera également à sa prise en charge. Et donc tout ça a un enjeu extrêmement important, et on l'a souligné tout à l'heure, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité que les systèmes informatiques ont à parler le même langage. Quand on parle d'une hypertension artérielle dans un des logiciels, c'est bien de l'hypertension artérielle dans l'autre logiciel, ce qui est un enjeu majeur actuellement en informatique médicale, qui est loin d'être acquis, mais qui n'est pas un fantasme loin de là. Hop. Donc cette diapositive, maintenant, si on prend un petit peu de hauteur là-dessus, c'est bon, l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet, on pourrait y passer des heures. J'ai essayé de vous synthétiser dans une diapositive toutes les notions à mobiliser pour pouvoir essayer d'appréhender à peu près justement ce que c'est. Quand on fait la synthèse un petit peu de toutes ces notions, on peut noter qu'en fait, toujours existe une tension entre la volonté d'avoir un outil performant qui va répondre à notre question posée tout le temps de la même façon, au même moment et bien, et la nécessité de régulation, que ce soit éthique, que ce soit de sobriété, que ce soit écologique, économique, enfin toute la régulation qu'on peut avoir en protection de données, en cybersécurité.
Et en fait, cette tension permanente, elle a une conséquence importante qui est qu'on voit énormément d'algorithmes d'IA dans la littérature scientifique qui ont des implications, des potentielles applications thérapeutiques qui seraient absolument fantastiques. Et pourtant, ça ne transparaît pas dans nos pratiques cliniques courantes parce que les outils ne sont pas là. Et en fait, on peut se poser la question de pourquoi ces outils ne sont pas là. Et parce que justement, cette régulation protège un petit peu le patient et limite un petit peu cette transférabilité. Et donc, il faut trouver des systèmes qui nous permettent d'amener l'algorithme et la valeur ajoutée de l'algorithme au lit du malade. Et ça, c'est encore à l'heure actuelle compliqué. Donc, on peut envisager une réponse organisationnelle. C'est un schéma là qui va présenter un petit peu la façon dont ça s'organise actuellement. Si on part du patient, il va alimenter un système d'information qui est votre logiciel médical, qui va centraliser en fait toutes les informations médicales du patient, qu'elles soient structurées ou non structurées. Déjà, il y a un enjeu d'interopérabilité au sein de ce système d'information, puisque le système d'information de la biologie ne parle pas le même langage que celui de la radiologie, qui ne parle pas le même langage que celui du SMUR, qui ne parle pas le même langage que celui des soins intensifs. Et donc, c'est un enjeu important de pouvoir faire en sorte que les algorithmes parlent entre eux, enfin les logiciels parlent entre eux, et pour le coup, les éditeurs de logiciels font un petit peu ce travail actuellement. Ils sont en train de se mettre au pas de l'interopérabilité, et c'est plutôt satisfaisant de voir que les choses bougent. Une fois que cette donnée elle est conformée et hiérarchisée, interopérable, on peut la faire transiter dans mon espace santé. On en a parlé un petit peu, je vais aller assez vite là-dessus. Ce qu'il faut voir en tête ici, c'est que la donnée elle est identifiante en utilisation primaire. Et si on peut la récupérer sur un autre système d'information de territoire dans un autre centre en données identifiantes pour un patient particulier, les systèmes qui sont plutôt dévolus à l'utilisation secondaire, eux, sont anonymes et ne vont plus jamais rentrer dans le cadre du soin. Sauf à avoir le marquage CE et l'appellation dispositif médical, et c'est un des enjeux actuels. Donc, l'entrepôt de données de santé a une place particulière pour ça, dans la proximité, la plupart du temps géographique, avec les systèmes d'information hospitaliers. C'est important parce que c'est le lieu où va se passer la hiérarchisation, la structuration des données de santé quand elles ont sorti du cadre de l'utilisation primaire, et qui va permettre, avec des équipes support, de proposer des algorithmes, ou en tout cas de faire en sorte que la recherche publique ou privée vienne se connecter aux entrepôts de données de santé pour pouvoir tester les algorithmes. C'est la notion de bac à sable, un terrain de jeu dans lequel la recherche peut s'entraîner pour pouvoir améliorer leurs algos. Le Health Data Hub a une place particulière dans cet algorithme, enfin dans cette infographie, puisqu'il peut permettre de centraliser et des bases de données et des algorithmes. Et ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est que si les entrepôts de données de santé sont bien interopérables et font le jeu de l'interopérabilité, les données peuvent transiter, alors avec quelques limites, mais plutôt ce qui se profile, c'est que les algorithmes, eux, vont transiter pour pouvoir faire de la recherche sur données agrégées et imaginer des recherches multicentriques. Donc la question principale à partir de ça, donc tout ce qui était rouge et bleu, c'est déjà des choses qui sont en cours, en train d'être faits. Pour mon espace santé, je vous ai parlé de la consultation d'anesthésie. Les entrepôts de données de santé sont en train de se structurer sur le territoire à l'heure actuelle. Dans tous les grands CHU, il y a un entrepôt de données de santé qui est en train de se structurer, qui n'est pas encore toujours parfaitement mature, mais on y vient. La grande question à l'heure actuelle, c'est la notion de marquage CE et de dispositif médical numérique pour pouvoir faire redescendre le savoir et les applications aux patients pour pouvoir enfin bénéficier et jouir de toute la valeur ajoutée de l'IA. Et donc, pourquoi l'anesthésiste réanimateur a un rôle important dans toute cette hiérarchie. Tout d'abord parce qu'on est des utilisateurs assez techniques en fait, de l'intelligence artificielle. On a vu à travers toutes les diapositives de ce matin, enfin, les topos de ce matin, qu'on pouvait imaginer plein d'applications. Mais il va falloir être capable de pouvoir critiquer les rendus de l'intelligence artificielle qui a des biais, et des biais qu'il ne critiquera pas lui-même. Hein. Un outil de l'intelligence artificielle, quand il se trompe, il ne dit pas qu'il se trompe, il dit qu'il a raison. Et donc il va falloir être sacrément armé pour pouvoir
lui dire qu'en fait il a tort. Et donc si on n'est pas sûr nous-mêmes de notre sens clinique, ça va être compliqué. Donc il va falloir avoir des compétences techniques en IA assez importantes pour critiquer les biais, et aussi physiologiques, peut-être même encore plus qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir critiquer tout ça. Il faudra faire des choix éthiques aussi dans l'utilisation. On a parlé tout à l'heure d'écologie. Un algorithme transatlantique pour générer des images consomme énormément plus de ressources énergétiques qu'un algorithme réalisé sur des... Enfin, spécifique en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est plutôt un algorithme généraliste va consommer beaucoup d'énergie, tandis qu'un algorithme plutôt spécifique à une question posée, lui, sera plus sobre. Et donc tout ça, c'est des notions qu'il va falloir qu'on maîtrise pour pouvoir faire ces choix-là. Et pour pouvoir le faire, il nous faudra des collaborations ingénieurs et médecins qui soient fortes. Peut-être faire des postes d'interface. On a parlé tout à l'heure avec certains d'entre vous, d'accueillir des ingénieurs dans les équipes parce qu'eux ont une notion des problèmes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. On peut parler de la même situation et pas l'appeler de la même façon. Et donc, en fait, on a besoin de se parler entre nous pour pouvoir leur dire ce qu'on veut et pouvoir avancer. On a une responsabilité aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de produire une quantité astronomique de données, ce qui arrive finalement jamais dans la vie d'un patient. Quand on fait une anesthésie à un patient, on va rentrer vraiment dans le cœur de ces données de santé, et ça arrivera jamais à n'importe quel moment dans sa vie. Et donc on peut imaginer, on parlait tout à l'heure de santé publique, je pense au contraire qu'avec 65 millions d'actes d'anesthésie en 5 ans, on peut avoir une photographie assez fiable de ce que de la santé publique à un instant T, et puis imaginer des prévisions de trajectoire de malades pour pouvoir influer sur, non pas sur juste le post-opératoire, mais sur la santé en général d'un patient. Ça, l'IA peut nous apporter ça, et donc on aura une responsabilité là-dedans. Peut-être que c'est pas nous qui allons faire ces recherches-là, mais en tout cas, ça s'appuiera sur nos données à nous. L'environnement logiciel dans lequel on travaille est aussi également important et fait que ces choix de logiciels seront importants pour la qualité et la production des données. Enfin, je pense qu'il faut qu'on investisse la gouvernance en données de santé et en intelligence artificielle pour plusieurs raisons. Parce qu'on est quand même globalement assez geek dans notre façon d'envisager les choses, on est très technique. On est aussi pluridisciplinaire avec un esprit de synthèse, et ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que notre background physiologique et médical se transcrit dans le dossier du patient. C'est particulièrement vrai dans le sens où on va faire des synthèses extrêmement pertinentes et précises de tout ça, et donc l'IA pourra se nourrir de tout ça, et donc c'est important qu'on puisse influer sur les choix en matière d'IA pour pouvoir faire en sorte que la machine nous serve et pas l'inverse. Et donc éthique et globale, on en a un petit peu discuté tout à l'heure, et donc il faut investir les comités de pilotage nationaux et locaux, les data office, afin de façonner les développements des problématiques. Quelque chose qui nous semble important aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas notre métier, et pourtant il faut qu'on s'y intéresse. Et donc on peut faire comme pour maintenant, bidouiller avec quelques geeks et un petit peu, comment dire, avertis, essayer d'investir les entrepôts de données de santé et ces problématiques-là. Je connais pas mal d'anesthésistes réanimateurs qui ont investi les entrepôts de données de santé, et c'est important. Mais on pense que si on veut vraiment pouvoir bénéficier au maximum des rendus de l'IA, il faut qu'on se forme et qu'on forme les jeunes qui connaissent déjà un petit peu les thématiques informatiques. Mais il faut plusieurs niveaux de connaissances fondamentales pour tout le monde, un petit peu centré pour ceux qui voudront, et puis des experts qui formeront tout le monde. On pense que ça, c'est important si on veut réussir à garder la main. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'était qu'en fait, l'IA est un outil formidable si on sait bien poser les questions, si on a fait des choix structurels au départ, éthiques et stratégiques. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'on investisse toutes les places fortes dans lesquelles il y a des décisions à prendre. Et l'enjeu à la fin, c'est que, à l'instar de la polytraumatologie où l'anesthésiste réanimateur est un trauma leader, il faut qu'on devienne des IA leaders pour pas qu'on se fasse dépasser et qu'on garde la main. Merci.
Bonjour à tous, merci beaucoup. Je m'appelle Arthur Jam, je suis MCUPH en soins critiques ici à la Pitié-Salpêtrière. J'ai la charge du topo sur l'évolution de l'anesthésie-réanimation et sur essayer de se projeter dans 30 ans. Ce n'est pas écrit sur la diapo, mais j'ai eu la chance de travailler pour ça avec 3 collègues, Mathieu Capdevilla, Jean-Philippe Saloun et Djebran Bouaoud, qui est chirurgien, en plus de participer à la journée. Alors, se projeter dans 30 ans, c'est pas facile. Enfin, on a essayé de se poser la question de c'est quoi notre métier dans 30 ans, et ça demande vraiment de réussir à penser en dehors de notre boîte. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit schéma où pour réussir à rejoindre les 9 points, il faut réussir à tracer un trait en fait, qui passe en dehors des 9 points. On prend juste un exemple avec ce papier d'anesthésio de l'année dernière. En fait, il y a des gens qui sont en train de développer des inhibiteurs sélectifs de la dépression ventilatoire des patients sous propofol. Donc en fait, si on veut se projeter dans notre bloc opératoire dans 30 ans, j'exagère un peu, mais peut-être qu'il n'y a plus de ventilateurs, s'il n'y a plus besoin de si les patients n'ont plus de dépression respiratoire. Donc en fait, réussir à faire l'effort de se projeter à dans 30 ans, ça demande une marge d'escalier absolument vertigineuse. Je pense qu'une bonne manière d'essayer de l'envisager, c'est de se poser la question de quel était notre métier il y a 30 ans. Moi, je ne l'ai pas connu, j'étais encore petit. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'était un métier... En tout cas, j'ai la notion que c'est une anesthésie-réanimation où il n'y a pas de RAC, quasiment pas d'ALR, très peu d'ambulatoire, du coup un quotidien qui est un métier tout simplement qui est extrêmement différent. On l'a dit, un métier qui est probablement extrêmement à l'intérieur du bloc opératoire. Et on l'a déjà dit aujourd'hui, donc on conceptualise un métier de l'anesthésiste-réanimateur qui sort du bloc opératoire, anesthésie, réanimation, médecine périopératoire. Parfois on a l'impression que ce médecine périopératoire, il doit nécessairement venir après les 2 autres. Et cette journée engage bien le fait que ce n'est pas que après, c'est un tout. Alors, réussir à se projeter dans un environnement aussi lointain et aussi disruptif, c'est un métier. C'est quelque chose que nos armées ont fait en engageant un projet qu'ils ont appelé la Red Team. Et il y a des gens dans la salle qui défendent l'idée qu'il faudrait peut-être engager notre spécialité, notre CNP, dans une espèce de Red Team de la santé et de l'anesthésie-réanimation pour se demander à des gens de créer des scénarios. Et ça, c'est probablement pas à des anesthésistes réanimateurs qu'il faut demander, c'est à des gens qui ont de l'imagination, des gens dont c'est le métier. Et ça nous permettra d'être les leaders de la projection de notre métier de demain. Et puis, pour ceux d'entre nous qui enseignent, ça permettra de se projeter à comment je forme aujourd'hui l'anesthésiste réanimateur techniquement dans 10 ans. On l'a dit, il faut transformer. Le péropératoire a probablement été énormément transformé. Le préopératoire aussi, avec toute cette démarche de sécurisation qui a été très répétée ce matin. Et probablement que si on se projette sur les 30 prochaines années, on l'a dit, on sort du bloc opératoire, on a le périopératoire et le long cours avec la question de savoir jusqu'à quand ça dure. Est-ce que c'est jusqu'à ce que le patient sorte de l'hôpital ou est-ce que c'est un peu plus longtemps? Alors toujours dans ce premier axe, penser à un demain qu'on ne connaît pas, la médecine périopératoire mieux préhabilitée. J'ai trouvé intéressante aujourd'hui la métaphore qui a pu être développée avec les sportifs. On a en ce moment des sportifs qui se préparent, ils sont au courant qu'ils ont les Jeux Olympiques dans 3 ans. Nous, on a rarement 3 ans pour préparer notre patient à aller au bloc opératoire. Néanmoins, il y a un système avec un réel coaching extrêmement proche, avec des objectifs ciblés, avec des objectifs physiques, de nutrition, psychologiques, qui amènent un patient avec une version optimisée de lui-même, et ce, dans le temps qu'on a. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de modèles d'optimisation du corps humain à une échéance donnée. Mieux programmer. Juste avant moi, il a été évoqué qu'il faut qu'on apprenne à travailler avec des partenaires qui ne sont pas anesthésistes réanimateurs, dont c'est le métier. Si je caricature la méthode de programmation de nos collègues chirurgiens, ils regardent la prochaine place disponible au bloc opératoire avec la bonne espace et ils mettent le patient dans la prochaine case vide et voilà la programmation. En vrai, c'est quand même souvent un petit peu mieux. Mais néanmoins, on a dans notre environnement des organisations dont le métier est de programmer. Il y a des gens dont le métier est la programmation de structures et d'environnements
complexe. Ce qui nous permet de commander quelque chose à 18 h et d'être livré le lendemain matin à 8 h en est un exemple, même si ce n'est peut-être pas le paradigme qu'on veut développer pour nos patients. En tout cas, apprendre à mieux programmer et travailler avec des gens dont le métier est la programmation, ça paraît être un impératif. Mieux surveiller, alors surveiller, il a été évoqué aujourd'hui déjà ce qu'on appelle les wearables. Les wearables technologies, je ne sais pas si ça passera par une bague, par une montre, par une ceinture thoracique ou par mon téléphone portable dans ma poche, mais tout ça va générer un environnement, va capter des données. Actuellement, on est sur un système qui est blanc ou noir. Mon patient, soit il est au bloc opératoire ou en soins intensifs et il a un scope, soit il est sorti de cet environnement et du coup, je ne capte techniquement plus de données de lui en dehors d'une tension de temps en temps qui arrive dans un logiciel souvent assez peu interfacé et donc pour lequel il est difficile de faire remonter de l'information. Donc, on va capter beaucoup plus de données de nos patients et on va capter des données de nos patients à des temporalités qui ne sont pas celles dans ce moment. Et il faut donc apprendre à, ça a été dit juste avant, mieux analyser ces données. Ça va se faire avec des gens, des anesthésistes réanimateurs qui vont devenir spécialistes de ça, mais aussi avec des gens qui ne sont pas anesthésistes réanimateurs et qui n'y connaissent rien et à qui il va falloir expliquer nos enjeux. Et les résultats de cette nouvelle surveillance et analyse des données, ça va nous permettre de mieux anticiper, de mieux trier nos patients, de peut-être avoir en permanence dans la poche les patients de notre bâtiment de chirurgie, couleur verte, couleur jaune, couleur orange, couleur rouge. Il faut probablement que j'aille voir tout de suite au milieu de la nuit ceux qui sont rouges et qu'en priorité, on ira voir demain matin ceux qui sont orange. Et qui va être responsable de ça? Est-ce que c'est la personne qui a fait les prescriptions ou est-ce que c'est une personne de permanence des soins? Et enfin, mieux cibler le retour à la fonction. Actuellement, on est assez content quand notre patient n'est pas mort, qu'il n'a pas eu mal et qu'il n'a pas été annulé. Et on va probablement se projeter dans un environnement où l'objectif est que le patient revienne, si c'est possible, à ce qu'il était avant, en tout cas avoir des objectifs de regard qui sont plus loin et qui intègrent des choses un petit peu plus complexes. C'est ce qu'on appelle les PROMS ou les PREMS, ça a déjà été dit aussi aujourd'hui. Alors, pour faire ça, il faut avoir dans notre métier des leaders de l'innovation pharmacologique et technologique. Il faut avoir des gens qui vont être les acteurs du développement de ces solutions. Le propos en disant ça n'est pas du tout de dire que nous allons faire tout, mais il faut avoir des gens qui sont spécialistes et qui sont à l'interface des meilleurs experts non médecins de ça. Il faut former les gens. Arthur l'a extrêmement bien dit juste avant. Il y a une dorure, c'est le terme d'Anne-Claire, à donner à l'ensemble de la population. Et puis, au-delà de la dorure à tout le monde, il faut, sur chacune des thématiques, anticiper, identifier dès maintenant les gens qui vont être nos experts sur chacune de ces thématiques et probablement aussi accepter de se réorganiser. On a dit toute la journée qu'on veut faire beaucoup plus de choses pour beaucoup plus de patients qui seront beaucoup plus complexes. Tout ça dans un environnement où il n'est pas sûr qu'il y ait les finances pour avoir énormément plus de médecins. Donc il faut accepter de se réorganiser avec des partenariats, avec d'autres professions de santé à l'intérieur du bloc opératoire, à l'extérieur du bloc opératoire, pour travailler en partenariat et donc être les acteurs de la transformation de notre spécialité au service d'une offre de soins. C'est vraiment la contrainte qu'on peut identifier. Un deuxième axe, c'est les changements démographiques. Pareil, on passe en dernier, c'est des choses qui ont déjà été dites. En tout cas, on a identifié la population, les structures de soins et les parcours. On a une population qui se modifie, il faut des experts de ça, il faut des gens qui savent que notre population est différente, que les actes qui sont faits vont être différents. Il y avait un topo qui était absolument génial dans une JMT réanimation l'année dernière où il y avait un architecte qui nous disait aujourd'hui, on construit l'hôpital qu'on va utiliser dans 30 ans. Mais pourtant, on construit l'hôpital qu'on va utiliser dans 30 ans. Moi, je ne sais pas ce qui sera fait dans un bloc opératoire dans 30 ans. Donc, est-ce qu'on construit un hôpital de 11 étages et on décide d'en utiliser 9 en se disant les 2 derniers étages, c'est pour les innovations de bientôt? Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut réfléchir ça. En tout cas, il faut l'anticiper qu'on ne sait pas. Ça, donc, ça a été dit dans les topos juste avant, organisation par parcours, réussir à dessiner nos patients dans des trajets qui les ramènent à leur fonction et en lien avec les soins primaires. C'est vraiment une question absolument essentielle et qui répond de manière majeure à une attente des patients. On a pas mal discuté, rôle de coordonnateur, co-coordonnateur, coordinateur médical, coordinateur probablement, en tout cas pas tout seul, à l'intérieur d'un parcours de soins et avec des gens. Il faut qu'on définisse précisément qui.
En conclusion, il y a une enquête qui a été portée en fait par Mathieu, où on lui a dit on aimerait bien des infos d'anesthésistes réanimateurs un petit peu jeunes, et ni une ni deux. Et ben, en un mois, il a récupéré les réponses de quasiment 1200 personnes. La seule contrainte était d'avoir moins de 40 ans, c'est pas tout le monde ici. Il a récupéré donc des gens de la phase socle jusqu'à un poste de PH. Et je trouve que cette enquête, elle est intéressante. Je ne dis pas du tout que je suis d'accord avec tous les résultats, mais quelque chose qui est important, c'est quelle est la définition de la médecine périopératoire. Et les gens qui répondent à l'enquête, ils ne répondent pas tous la même chose, mais je suis convaincu que si jamais on demandait à chacun d'entre nous ici de mettre sur un petit papier c'est quoi la MPO pour toi, je ne suis pas sûr qu'on aurait 2 papiers similaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. En tout cas, la plupart des gens sont d'accord avec le fait que ça doit concerner tout patient qui est opéré, donc une vision assez large. Les gens qui conçoivent la médecine périopératoire disent que c'est quelque chose qui n'est pas assez reconnu, que c'est une partie de notre métier qui n'est pas assez valorisée, et qu'à ce titre-là, quand il y a un trou sur le planning opératoire, c'est sans doute la première chose qui va sauter parce que ça permet de ne pas annuler d'activité. Ils disent aussi qu'il y a 40% d'entre eux qui ont au quotidien une activité de médecine périopératoire, donc c'est quand même fort, c'est-à-dire qu'il y a 40% des répondants qui considèrent que régulièrement, ils font de la médecine périopératoire. Mon impression, c'est que c'est peut-être beaucoup plus, mais que c'est un peu comme dans Molière, on fait de la médecine périopératoire sans le savoir. Quand on pose la question des freins au développement de la MPO, ils disent on n'est pas assez nombreux, il faut qu'on soit plus nombreux. Alors est-ce qu'il faut être plus nombreux ou il faut apprendre à déléguer et travailler avec d'autres gens ? On peut en parler après. Ils disent qu'il faut réussir à valoriser cette activité, notamment sur le plan financier. Ça a été un sujet aujourd'hui. Et ils disent que c'est un sujet sur lequel il n'est pas facile de mobiliser les gens, et je le ressens aussi dans mon quotidien, mais je crois que ce n'est pas facile de mobiliser les gens sur quelque chose qui a un contour qui est encore flou, et qu'en avançant avec des journées comme celle-ci sur la définition du projet, ça nous permettra de mieux mobiliser les gens. Et puis enfin, on a fait 2 cases un peu plus caricaturales, où ils disent il faut qu'on ait un rôle plus important dans le parcours. Il y aura très certainement de l'intelligence artificielle dans la médecine périopératoire. La médecine périopératoire sera très certainement multidisciplinaire et connectée jusqu'à la famille, que des patients et des proches. Que ce côté multidisciplinaire, cette polyvalence, elle est intrinsèque à notre métier et que c'est vraiment un facteur d'attractivité qui est important. Et puis dans les noms, ils disent on n'a pas envie de confier la médecine périopératoire à une autre spécialité. Alors est-ce qu'il ne faut pas la confier à une autre spécialité ? Je pense que ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas travailler avec d'autres gens. Et ils disent, les internes notamment, non, on ne veut pas faire un stage 100% MPO au cours de notre cursus. Et ça, je pense que ça appelle à la question de si on veut être plus reconnu, s'occuper d'absolument tous les patients, justifier d'avoir des effectifs suffisants, probablement qu'il va falloir accepter de se former. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec absolument tous les messages d'une enquête. En tout cas, voilà. En conclusion, c'est pas ma slide. C'est moi qui ai l'apanage de la conclusion. Donc simplement, en conclusion, en quelques mots, on est convaincu qu'il va falloir organiser les parcours des patients et les définir, et que probablement une structure, une organisation basée sur une cellule parcours dans laquelle l'anesthésiste réanimateur apporterait une large part de l'expertise médicale. Et comme vient de le dire Arthur, on ne sera probablement pas tout seul dans cette cellule parcours, mais on a besoin d'une coordination large de ces parcours de médecine périopératoire, très en amont de la chirurgie jusqu'à après l'hospitalisation en ville avec nos partenaires de ville. Qu'on a besoin que les indicateurs, qui jusqu'à maintenant étaient surtout des indicateurs rétrospectifs, qui nous évaluaient sur le plan de la qualité, qui finalement étaient un peu négatifs. Là, on a besoin d'indicateurs qui vont nous aider à trier, à définir nos parcours, à définir nos patients, à monitorer nos patients, à trouver les écarts des parcours, à nous évaluer à long terme et à évaluer nos cohortes de patients, et donc à très long terme même, possiblement. Il va y avoir un partenaire majeur de notre activité qui va être l'intelligence artificielle, que bien sûr on va tous devoir y être un tout petit peu accoutumés, mais on ne va pas tous devenir des experts. Et il va falloir quand même que parmi nous, il y en ait qui se dévouent à avoir des expertises fortes pour nous accompagner et nous aménager un environnement, on va dire, friendly avec cette IA, puisqu'on a vu que quand même il fallait en évaluer probablement les avantages et les limites, et ça il faut qu'on les connaisse tous. Que globalement il faut qu'on participe à une stratégie collective avec nos partenaires de jeu.
les chirurgiens au premier plan pour avoir cet effort d'anticipation de ce que va être nos métiers, la santé de demain pour pouvoir effectivement la préparer. Bref, on est dans un monde qui se transforme et notre spécialité doit aussi se transformer. Donc on est prêt à répondre à vos questions, ceux qui sont là, mais aussi les membres du groupe qui sont là dans les rangs, qui ont aussi certainement leur expertise à apporter. Merci Anne-Claire, merci à tous. Peut-être le temps qu'il y ait des questions qui se lèvent. Est-ce qu'on peut donner la parole au chirurgien qui a bossé avec vous, qui en plus a le mérite d'être un chirurgien qui fait un peu de médecine de façon associée? Qu'est-ce que tu as pensé de ce qui a été dit sur la journée et du bouquet final auquel tu as participé? Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous. Présente-toi peut-être. Gebran Bouaoud, je suis chirurgien maxillofacial à la Pitié-Salpêtrière. Je suis ravi d'être ici parmi vous. C'est la première fois que je participe à un événement de la SFAR. Et je suis content d'être avec vous non seulement au quotidien, mais aujourd'hui. Et de voir que cette journée, j'en suis intimement convaincu. Et j'écrivais un mail en ce sens pour remercier mes collègues de ce groupe de travail. Cette journée, je pense qu'elle est fondatrice de la suite. Et je suis content, tel que l'ont rappelé plusieurs orateurs, qu'un pied avec une belle chaussure soit mise dans la porte pour les prochaines années. En ce qui concerne plusieurs messages de cette journée, je suis intimement convaincu, et ça n'est pas pour finalement remettre la place des médecins généralistes ou autres. Nous avons besoin de chacun travailler particulièrement auprès du patient et tous ensemble pour le patient, mais je pense que le bon interlocuteur pour cette gestion de la médecine périopératoire, eh bien c'est vous. Qui mieux que vous savez ce qui se passe au bloc opératoire et ce qu'on fait au bloc opératoire, et qui mieux que vous gère la technicité et à la fois la médecine pour nos patients. Je suis ravi que vous puissiez vous occuper de nos patients. En ce qui concerne les perspectives, eh bien, j'ai été très content de travailler avec Arthur James sous la gouvernance de Madame Lukasiewicz. Effectivement, intelligence artificielle, ça en dit beaucoup, ça en jette beaucoup. On ne sait pas dans quelle direction on va, on ne sait pas quoi penser des 30 prochaines années. Difficile de savoir ce qui va arriver dans les 30 prochaines années. En tout cas, c'est sûr que si on ne prend pas si dès maintenant on ne prend pas on ne prend pas la direction et en tout cas l'opportunité d'y penser, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli et j'espère continuer à travailler avec vous. Et je suis ravi d'être ici aujourd'hui et merci de m'avoir donné la parole, Monsieur Constantin. Et ça n'est pas fini puisqu'il y aura d'autres étapes. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire et ces ouvertures. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réflexions sur l'IA? Lionel, c'est bon. J'y vais. Parce que je n'ai pas eu ma réponse la dernière fois. Est-ce qu'on peut, sur la cellule parcours, donc on serait co-coordonnateur de cette cellule parcours, est-ce qu'on peut co-coordonner une cellule parcours sans co-coordonner un service de soins, une unité de soins? Est-ce que c'est possible? La cellule parcours, il faut la voir comme étant en fait une association en fait de compétences médicales et chirurgicales, et surtout de compétences paramédicales et de compétences sociales. Et en fait, pour avoir l'expérience un petit peu de la création d'une cellule parcours, en fait, c'est essentiellement les paramédicaux qui, sur des algorithmes, vont décider un certain nombre de parcours pour les patients, qu'ils vont venir faire valider à la personne adéquate. Et cette cellule est l'interface avec la ville pour faire remonter des informations de complications post-opératoires. Et cette cellule, à ce moment-là, le remonte au bon interlocuteur. Il ne faut pas le voir comme un service d'hospitalisation. Mais on peut prendre comme autre exemple la co-coordination qu'on a des blocs opératoires. On n'a pas la main sur l'entièreté du bloc opératoire et pourtant on co-dirige ou on dirige. Enfin, il y a des... C'est plus complexe que le bloc opératoire, mais je pense que c'est un modèle qui existe déjà. Aurélien. Bonjour à tous, Aurélien Mazereau, je suis particulièrement intéressé par la recherche clinique. C'est vrai qu'on en entend un petit peu parler, il y a Karim Assenoun qui
qui conclut sur il faut peut-être faire une étude médico-économique pour donner des billes et aller voir le ministère pour avoir une valorisation des actes. Vous en parlez un petit peu avec l'intelligence artificielle. Pour vous, comment est-ce qu'on pourrait coordonner la recherche, la prioriser sur la médecine périopératoire pour la rendre la plus efficace possible? Est-ce que ça se fait un petit peu aussi à l'étage d'une société savante ou de groupe ou voilà, comment vous voyez cet aspect-là? J'aime bien ta question et je vais t'en renvoyer une. Pour moi, pour évaluer la médecine périopératoire, il faut définir ce que c'est l'intervention. C'est quoi l'intervention thérapeutique médecine périopératoire? Est-ce que c'est faire la visite dans les étages? Est-ce que c'est coordonner une cellule parcours? Et donc, en fait, ce qu'on évaluera au bout du compte, c'est une intervention. Et je pense qu'on a besoin, enfin moi je ressens en tout cas le besoin de clarifier l'intervention thérapeutique, médecine périopératoire. Tu me dis fais une ALR, j'ai bien compris ce que c'est, merci. Prescrit un antalgique aussi. La médecine périopératoire, ça reste quelque chose qui pour l'instant est encore un peu plus flou et qui gagne à être défini, en tout cas qui devrait être défini plus précisément si on veut faire de la recherche dessus. Moi, je voulais apporter un éclairage à ta question, Aurélien. Il y a une chose importante quand un patient rentre dans un hôpital. Jusqu'à présent, on avait la notion que les données appartiennent au service d'où est hospitalisé le patient, et donc on doit passer par la validation du chef de service pour pouvoir avoir l'accès aux données, enfin ce genre de choses. Avec les entrepôts de données de santé, ce paradigme il vole complètement en éclats. Alors on continue par correction de demander l'autorisation du chef de service de travailler sur les données de santé du patient quand les données ont été collectées dans le service X ou Y. Mais néanmoins, légalement, on n'y est pas contraint. Mais donc ça veut dire que les données de santé, quand elles sont hiérarchisées, structurées, en fait, c'est une source extrêmement importante de savoir, et c'est à nous finalement d'apporter nos outils statistiques, nos questionnements au plus près de la donnée pour pouvoir faire prendre la mayonnaise et répondre à la question. Et donc il faut absolument investir ces entrepôts de données de santé pour faire de la recherche. Alors c'est de la recherche non interventionnelle, mais qui pourra déboucher après sur de la recherche interventionnelle, en tout cas collecter des preuves et du savoir à partir de ça, tout en sachant qu'il est possible à l'heure actuelle d'imaginer des recherches multicentriques à partir de ces entrepôts de données de santé, donc il faut investir ça. Et du coup, question encore, imagine tu fais une recherche pour répondre à la question d'Aurélien sur un EDS, c'est quoi l'acte marqueur actuellement de ce patient a eu un acte de MPO? C'est quoi l'acte marqueur MPO? Ça, il faut le définir. Rebonjour, Alice Thévenot. Pour faire écho, 3 points. Le premier, j'attends avec une impatience que vous n'imaginez pas, l'automatisation d'un certain nombre d'actes que je considère chronophages. Alors ça va de la saisie des traitements précises aux critères d'intubation, parce que pour moi, ça devrait pouvoir être automatisé. Deuxième point, pour faire écho à la Red Team, parce que j'ai vu leur présentation, j'ai eu cette chance. Quid des lois de la robotique en IA? Et troisième point, là, c'est juste pour vous faire sourire, ça concerne l'innovation. J'ai eu un jour la chance d'entendre une start-up proposer, je pense qu'il faut s'accrocher à son siège, la détection du cancer de sein par la ceinture de sécurité. Je vais essayer de répondre du mieux possible. Je pense en soi, sur la dernière question, c'est très possible que ça fonctionne. Hein, mais, sur le premier point, effectivement, un des fantasmes qu'on peut avoir, mais qui nous fait aussi très peur, c'est de vouloir automatiser notre pratique médicale dans tous les aspects. Alors, dans tout ce qui concerne la prise d'informations, ça paraît assez sain et assez peu pourvoyeur de danger. Par contre, dès qu'il va falloir imaginer faire des actions sur les patients, on a quand même envie de garder la main.
Moi, un algorithme d'IA bien paramétré, je l'imagine un petit peu comme un collègue en formation, si vous voulez. Donc, on a énormément d'internes, on a des internes qui sont en formation, qui vont processer des informations, faire des choses sur les patients, et on va, en fonction de leur avancée dans leur cursus, pouvoir leur donner un certain degré d'autonomie. Je pense qu'on peut faire un peu la même chose avec l'IA, mais le rôle important, c'est de pouvoir toujours, à un moment ou à un autre, reprendre la main, et donc garder cette supervision sur l'outil algorithmique qui va nous donner des informations, voire même administrer des médicaments. Je pense que c'est important effectivement qu'on soit en capacité toujours à un moment de reprendre la main et aussi de mettre le curseur au niveau qu'on veut. Si on veut faire plus avec autant de moyens à moyens constants, il faudra effectivement qu'on délègue. Alors Arthur parlait de déléguer à des collègues, ingénieurs, enfin tout autre horizon possible. On peut aussi déléguer un petit peu aux machines dans un futur que j'espère proche, mais tout en gardant cette notion de supervision. J'ai peut-être pas assez insisté dans le topo là-dessus, mais pour moi c'est une notion clé. Bonjour, moi c'est Karim Awadi, donc moi je représente le côté des éditeurs logiciels, dispositifs médicaux logiciels. Donc j'ai trouvé déjà la journée super intéressante, je ne connaissais pas trop, alors je faisais du MPO aussi, mais en tout cas je vois que ça monte en puissance, donc ça c'est très intéressant. Je vais revenir sur un ou deux points que j'ai vus dans la journée et qui nous rejoint sur les perspectives. Effectivement, sur la revalorisation des actes, parce que finalement, ça nous touche, puisque tout ce que vous proposez, ça coûte de l'argent côté logiciel, et si on veut le vendre, il faut qu'on nous paye. Et c'est vrai que ces dernières années, on faisait un peu les trucs un peu gratuitement. Et donc aujourd'hui, sur la notion de revalorisation, effectivement, il y a cette problématique. On a un modèle basé sur les coûts, un système comptable. Et aujourd'hui, il faudrait basculer, effectivement, comme vous dites, sur un système basé sur piloté par de la donnée, par de la valeur que vous apportez. Là où je trouve que vous êtes en position, c'est-à-dire effectivement d'aller voir le ministère et les hommes politiques sont ce qu'ils sont. On va pas trop aller dans le détail là-dessus, mais si vous arrivez avec des preuves qui définissent effectivement que le MPO permet d'apporter, en fait, de réduire, alors j'aime pas le mot, mais réduire, en tout cas améliorer l'efficience ou faire avec aujourd'hui autant et plus pour demain, là, vous arriverez en force. Et pour nous, ce qui serait important, c'est d'avoir ces indicateurs de performance, par exemple, sur le parcours de soins, et qu'ils soient définis, ces indicateurs, et derrière, avec les données que vous allez structurer, vous allez nous définir les données structurées que vous attendez en enterrer de nos logiciels, et nous, derrière, on va vous proposer effectivement des outputs, des sorties. Et ça, c'est votre partie-là. Si vous nous le fournissez, nous, on est capable, en très peu de temps, alors avec des bonnes équipes, de simuler, si vous voulez, des parcours de soins qui vont représenter une certaine réalité, et derrière d'avoir des indicateurs de performance pour démontrer en fait l'intérêt. Et ensuite, une fois que c'est fait, on peut le déployer en tout cas en collaboration avec l'ASFAR, toujours nous accompagner sur ce sujet-là, pour le déployer sur des centres hospitaliers, des établissements ou des services. On n'a pas besoin de gros pour démontrer l'intérêt. Et là, on peut effectivement aller voir, on revalorise les parcours de soins, parce que je trouve que c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte le risque du patient et on fait payer la même chose. Donc effectivement, ça n'a pas trop de sens aujourd'hui, puisque finalement le patient, quand il est mal pris en charge, il revient, il y a un retour dans le service, il est de nouveau réopéré peut-être 2 fois, 3 fois, et au final ça coûte plus cher. C'est ma vision. Et d'autre part, il y a de l'argent qui devrait aller à certains endroits, mais qui ne vont pas à ces endroits et qui vont à d'autres qui apportent que très peu. Et donc d'avoir ces indicateurs de performance que vous allez définir, que vous allez apporter, ces limites, même une sorte de tampon de votre part, vont permettre en fait de structurer en fait toute la pratique côté éditeur de logiciels chez tous les éditeurs, en disant voilà, nous on a défini ça, ça fonctionne parfaitement, c'est très bien, et donc cette façon-là, on l'aura dans tous les softs, dans tous les logiciels. Je ne parle pas au-delà de l'interop et autres, c'est des trucs très techniques, mais finalement, vous avez finalement votre avenir entre les mains. Et ça nous aiderait vraiment si c'était mis en place. Et il n'y a pas besoin de 2 ans, 3 ans. Vous pouvez partir avec un petit corpus. Nous, on peut déjà travailler dessus. On vous sort des résultats, vous les analysez, et après, de l'autre côté, on les déploie. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop complexe.
Moi, ça me semble un tout petit peu simpliste, en fait. La performance, ça va être certainement de pouvoir bien positionner les patients sur le bon parcours, le plus adapté, et avec des parcours, on a vu, de différents niveaux, et être sûr que le patient suive bien le parcours. Par contre, si on a mal évalué un patient et qu'il a changé de parcours, ça peut être une non-performance, en fait, de l'équipe. Ça peut être une façon d'évaluer la performance. Mais surtout, ce qui me gêne dans la proposition, c'est qu'on peut probablement... Là, on a parlé beaucoup dans la journée de personnalisation du parcours au patient. Mais en fait, probablement qu'il faut personnaliser le parcours au patient, à la structure dans laquelle il est, à l'équipe dans laquelle il est, au territoire dans lequel il est. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse transposer complètement, enfin, ça va être si simple que ça, de transposer complètement des indicateurs de performance qu'on aura décidé centralement à différents établissements et différentes équipes. Peut-être qu'au contraire, dans ces analyses d'indicateurs et de parcours, c'est peut-être que chaque établissement, chaque équipe aura son propre parcours et sa propre performance qu'il devra individuellement, à son échelle, implémenter. Comme on le fait un peu pour le bloc opératoire quand on fait les programmations, chaque chirurgien a son timing opératoire pour une intervention donnée. Tous les chirurgiens ne font pas la même chose, ils n'ont pas le même âge et la même expérience, etc. Et peut-être qu'on va plutôt sur quelque chose comme ça que quelque chose qui est très défini en centrale et qui peut s'appliquer à tout le monde, en fait. D'accord. En fait, ce que nous, on attend, c'est d'avoir les données d'entrée. Si effectivement, nous, je vous ai donné les indicateurs de performance pour être globaux, mais si dans le centre, vous définissez effectivement un service de pédiatrie, ne va pas avoir les mêmes exigences qu'un service de chirurgie générale. Donc effectivement, l'intérêt, quand je vous donne, c'est juste l'image. Mais si vous me dites, voilà, j'ai un indicateur qui est spécifique quand même par rapport à une pratique chirurgicale, je suis d'accord avec vous, vous allez avoir des données, et c'est ça en fait qui nous intéresse, d'avoir des données structurées. Et quand on aura ça, on pourra entraîner des modèles d'IA, on pourra faire plein de choses. C'est bon. Okay, il y a une dernière question par Frédéric. C'est une remarque sur les éléments à rentrer. Il y a quand même un programme d'optimisation qui avait été proposé par la SFAR il y a 2 ans. Lorsqu'on prend ce programme, c'est énormément d'éléments qui sont en dehors du bloc opératoire. Il y a très peu d'éléments qui concernent le bloc opératoire. Et tous ces éléments, aujourd'hui, dans les logiciels qu'on utilise, ils pourraient être implémentés. Hein. Le PBM, le fait d'automatiser le scan de la numération, le fait d'envoyer une ordonnance pour l'achat du fer en automatique, tous ces éléments, ils existent, ils sont déjà à la disposition des éditeurs pour nous faire des modules. Il y a même des logiciels qui existent actuellement pour baliser les parcours, qui vont s'adapter à certaines chirurgies. Certains éléments, on ne va pas les utiliser. La nutrition, si on opère des jeunes sportifs, on ne va pas la mettre. Si on opère des gens qui ont des cancers, on va avoir d'autres éléments qu'on va pouvoir ajouter, mais ils sont déjà dans ce programme d'optimisation. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors quand j'entends, on a du mal à définir la médecine périopératoire, ça c'est toute une médecine périopératoire qui était basée sur l'optimisation de parcours simples, pas la prise en charge de la complication. Évidemment, l'anesthésiste intervient aussi dans la prise en charge de la complication, et c'est d'autres éléments de la médecine périopératoire. Mais le programme qu'on a fait, il permet la personnalisation. Il donne des éléments globaux. Tous ne doivent pas s'appliquer aux patients. Et il y a déjà des preuves dans la littérature, parce que là, j'entends quels sont les items qu'on pourrait prendre, les mesures, les outcomes. L'application des principes de la RAC, qui en réalité sont les principes d'optimisation des parcours, ont montré leur mise en œuvre sur des cohortes extrêmement importante de patients, avec une diminution des complications, une diminution des coûts liés. C'est juste qu'on a un retard à l'allumage dans la valorisation de ces parcours. Mais on a assez d'éléments aujourd'hui pour demander un financement spécifique pour les médecins qui s'impliquent et les établissements. Parce qu'il y a certaines structures où le médecin et l'établissement, ce n'est pas exactement la même poche. Merci Fred. Merci, je crois qu'on va arrêter là pour cette dernière table ronde. Merci à vous sur ces perspectives. Dans 5 minutes, hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui, bien sûr. Bien, je crois qu'à l'issue de cette journée, les échanges ont été très très riches.
Moi, je tiens de nouveau à remercier l'ensemble des experts, des coordonnateurs pour le travail. Ils nous ont donné quand même beaucoup de matière qu'il va falloir maintenant métaboliser. Il y a aussi beaucoup de questions qui ont été posées auxquelles il va falloir réfléchir pour avancer. Donc, comme on vous l'avait annoncé ce matin, en fait, cette journée, c'est vraiment pas une fin en soi, c'est un début d'une nouvelle réflexion. Et pour terminer sur cette réflexion par les perspectives, c'était vraiment se projeter dans les 30 prochaines années, mais peut-être déjà à un horizon beaucoup plus court que ça. On va devoir travailler. J'espère qu'on va pouvoir produire des textes. Chacun des groupes, on attend, on espère que vous pourrez nous faire une synthèse des propositions et que finalement on pourra déjà peut-être, je me tourne vers le président de l'ASFAR, publier une synthèse de nos échanges dans les annales, dans anesthésie-réanimation peut-être. Je crois, on voit que tu fais partie de la même génération que Serge, parce que les annales françaises d'anesthésie-réanimation auxquelles tu fais référence ne sont plus éditées depuis 15 ans. Anestréa. Non, j'ai pas dit les affaires. Ah, tu vois comme il est. Ouais, mais ça se joue à 2 ans près. Ça se joue à 2 ans près. Ouais, je suis beaucoup plus jeune, c'est vrai, merci. Donc, merci à tous. Et moi, je ne vais pas poursuivre longuement cette conclusion. Je vais céder la parole à Jean-Michel. Merci Gilles. On a discuté plein de choses. C'est effectivement le début. Alors, il y en a peut-être pour 30 ans, mais il faut commencer à travailler maintenant, parce que sinon, ce qu'on a fait, ça ne servira à rien. Moi, j'ai retenu qu'il y a quand même des travaux de société savante à mettre en place tout de suite, donc des réponses à apporter pour rassurer Arthur, sinon il va me harceler tous les jours, sur la définition de la médecine pério-opératoire. Mais on ne fera pas l'économie de la discussion, et le groupe de Serge l'a bien montré, sur la sédation procédurale quand nous ne sommes pas là. Et comment est-ce qu'il faut l'organiser pour ne pas tomber dans les travers qui nous intéressent. Donc ça, c'est de la société savante. Il y a des travaux de CNP sur la valorisation et avec des échanges avec des tutelles. Alors je sais qu'il y avait des représentants de la DGOS, de la NSM, de toutes les tutelles importantes de la HAS. Il va falloir qu'on ait ces discussions avec eux. Il y a probablement des travaux trans ou inter-CNP. Je pense à la définition des cellules dont vous avez parlé sur le dernier groupe. Et ça, c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir ensemble pour savoir qui fait quoi et comment on l'avance. Bien sûr, on va publier dans Anesthésie et Réanimation les textes qui seront sortis de la préparation de ces états généraux. Mais ce qui me semble important, c'est qu'on enclenche d'emblée, avant le mois de septembre, le next step qui va être quels sont les groupes qui travaillent sur quel point, parce qu'il y a des échanges engagés. Et si on veut pouvoir évaluer dans 2 ans et pouvoir faire changer la tarification dans 3, il faut qu'on bosse, il ne faut pas qu'on s'arrête là. C'est vraiment un immense plaisir, moi je trouve, d'avoir assisté à cette journée. Les débats étaient riches. On a été obligé de couper Sigismond 1 ou 2 fois, et Laurent Ayer aussi, mais ce n'est pas très grave. On a réussi à discuter de plein de choses, et surtout on pourra continuer à discuter de tout ça. Je vous propose qu'on publie les textes, lance les groupes de travail. S'il y a des personnes qui sont dans la salle et qui n'étaient pas impliquées dans les groupes de réflexion, mais qui veulent s'impliquer sur la suite des travaux, vous êtes les bienvenus, et que ce soit via l'adresse de l'ASFAR, peut-être via l'adresse États généraux, je pense qu'elle va rester encore ouverte un moment, il y a moyen de s'engager. On a nos amis de l'Afrique subsaharienne qui sont dans la salle, et on sait qu'eux aussi bossent sur la médecine pério-opératoire, et ça fait partie des échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble. On a été très tourné anesthésie réa alors qu'il n'y avait pas que des anesthésistes réanimateurs, mais j'espère que vous l'aurez compris, c'est une dynamique globale et loin de nous l'idée de travailler tout seul et d'exfiltrer tout le monde. On n'a pas parlé des IAD et on faisait la réflexion, mais probablement parce que quand on parle d'anesthésie-réanimation, on parle du binôme, que ce binôme il fonctionne bien, et donc c'était englobé à l'intérieur. On a de quoi travailler pour les mois qui viennent, et tout ça pour dessiner les années qui suivent. Je crois que c'est super intéressant. Merci à tous. Merci à l'équipe qui nous a, à Make My Events, qui nous a aidé à organiser cet événement. Merci à Sorbonne Université qui nous a fait pas payer trop cher la location. Et merci à tous de votre dynamique et d'avoir participé à cette journée. Bon retour.